La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat. En compagnie de critiques de la presse ou d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle. Aujourd'hui, de la musique partout. France Culture, la Grande Table Critique. Marie Sorbier. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un messie, une princesse chinoise, les Beatles et une icône électro-trans. Après le journal à 12h55, nous parlerons de l'actualité de la musique avec le documentaire Les Beatles Get Back réalisé par Peter Jackson, puis de la nouvelle anthologie en 5 volumes d'Arca. Mais pour l'heure, nous parlons opéra. Je suis en compagnie d'Anna Sigalevitch, journaliste et auteure, et d'Emmanuel Giuliani, journaliste pour La Croix. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Dans un instant, il sera question du chef-d'œuvre de Puccini, dirigé par Gustavo Dudamel, avec à la mise en scène Bob Wilson, mais pour l'heure, le Messie de Handel, lui aussi mis en scène.
Cet Alléluia que l'on vient d'entendre, c'est un tube de la musique classique qui sied particulièrement bien à cette période de l'Avent, ce temps qui précède Noël où nous sommes en ce moment. Handel compose cet oratorio en 1741, c'est Charles Jennens qui écrit le livret. Alors ce livret raconte de sa naissance à sa mort 3 grandes étapes de la vie du Christ, nativité, passion, rédemption. Mais cette œuvre n'avait pas été pensée pour la scène. Pourtant, la réalisatrice et metteuse en scène britannique Deborah Warner crée une version pour le plateau en 2012, version qui se joue à nouveau à l'Opéra de Lyon jusqu'au 2 janvier et qui sera reprise au Théâtre du Châtelet à Paris du 19 au 29 janvier. Sur scène, un lit et de la vidéo, mélange de peintures anciennes qui illustrent les épisodes bibliques évoqués dans le livret et des projections plus contemporaines, flux incessants, courses folles, escalators qui accélèrent, bref, un précipité des temps modernes. Anna Sigalevich, est-ce que cette méditation de Handel souffre une mise en scène selon vous ? Pourquoi montrer ce que l'on entend ? Oh oui, je trouve qu'elle souffre tout à fait une mise en scène. Tout dépend de la mise en scène et tout dépend de ce qu'on a à dire sur l'œuvre. En l'occurrence, je trouve que Deborah Warner a des choses à dire sur l'œuvre sans être lourde non plus. Enfin, le sens est quand même très, très ouvert. Donc oui, il y a pas vraiment de fil narratif, mais il y a, comme vous le disiez Marie, des tableaux. Elle joue beaucoup avec l'iconographie chrétienne. Il y a l'Annonciation de Fra Angelico, il y a une Vierge à l'enfant. Bon, il y a pas mal de tableaux comme ça qu'elle confronte en effet à une sorte de modernité. Et puis là où pour moi elle est juste, c'est que il y a un geste handélien qui est la notion de charité, de s'occuper. Handel, toute sa vie, s'est occupé des laissés pour compte. Par exemple, le Messie, c'est une œuvre qu'il a toujours donnée de façon caritative. Il n'a jamais pris d'argent pour les recettes du Messie. En plus, il l'a écrit à un moment compliqué de sa vie. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est Romain Rolland qui disait que pour Handel, c'est la charité, la véritable foi. Et c'est ce qu'elle, je trouve que c'est ce qu'elle met en scène quand même, Deborah Warner, avec des images d'enfants, avec un très très beau final, je trouve, en termes de mise en scène, où il y a un enfant qui doit avoir 6-7 ans, qui se promène tout au fil de l'œuvre. Alors, est-ce que c'est l'enfant qui va arriver ? Est-ce que c'est l'enfant qui est là ? C'est ouvert, c'est pas le Messie, l'enfant, c'est pas ça. On peut, mais c'est pas aussi appuyé et clair que ça. Mais en tout cas, cet enfant, à la fin, il appose en fait sa main sur l'épaule de chaque artiste en scène, et ils sont nombreux, parce qu'il y a le chœur, les chanteurs, etc. Et puis chacun se lève à son tour avec mu par la vitalité de cet enfant, il chante Amen à la fin. Donc oui, pour moi, ça souffre une mise en scène, et dans son ouverture, dans son jeu avec l'iconographie, il y a de l'humour aussi, notamment il y a une crèche d'enfants une crèche qui est représentée par des enfants, spectacle de fin d'année, déguisés, et les parents qui les prennent en photo. Oui, je trouve que ça fonctionne. Emmanuelle Giuliani, oui, sur la mise en scène. scène. On ne va pas se disputer, je suis du même avis, avec une petite réserve près, c'est que j'ai trouvé peut-être paradoxalement que tout le recours en effet à cette iconographie chrétienne principalement puisée chez les primitifs et les renaissants italiens, finalement fonctionnait moins bien et était un peu redondante et doublonnante, je ne sais pas si ça peut se dire, que les images que vous évoquiez, Marie, en effet, de foules urbaines qui se croisent sans se connaître, d'escalators, d'échangeurs, qui donnent la dimension collective dans ce Messie où tout ce que le collectif peut avoir d'horrible quand il s'agit de faire haro sur un même individu, qui en l'occurrence le Christ au moment de la Passion, ou au contraire de plus magnifique qui est la fraternité, l'union et la charité dont parlait Anna. Et je trouve qu'une des grandes réussites de la mise en scène, alors là plus l'aspect vidéo mais l'aspect vraiment humain, c'est justement de réunir quatre collectifs, le chœur, les 4 solistes vocaux, des danseurs adultes et en effet ces enfants qui miment ce tableau vivant, en effet spectacle absolument adorable avec les petits moutons qui font bébé. Et c'est pas cucul-à-praline du tout, c'est plein de il y a de l'humour. Et puis aussi ce que Deborah Warner d'ailleurs reprendra à Paris, mais avec des Parisiens, ce qu'elle appelle l'ensemble de la société civile, à savoir un ensemble de figurants qui sont là des habitants de Lyon et de sa région, qui sont là aussi sur le plateau, mêlés au chœur. D'ailleurs, certains étant masqués, on se demande qui chante et qui ne chante pas. Et toute cette addition d'équipes différentes fait un collectif qui, en effet, dans un esprit qu'on retrouve un peu aussi chez Peter Sellars, enfin, vraiment laisse transparaître une humanité extrêmement émouvante. Oui, et c'est l'humanité dans cette mise en scène qui donne l'impression du sacré ou qui donne cette transcendance qu'on n'a pas forcément visuellement dans cette mise en scène.
Oui, Anna. je trouve, oui. Ah oui, oui, absolument, absolument. Et puis elle met alors quand même vraiment des choses ensemble, des choses en scène. Il y a par exemple cette chambre qui attend l'enfant. Là, il y a ce vide avec un ballon et une peluche. Donc là, on entend, on sent. Donc ça, elle le dit d'ailleurs, Deborah Warner. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a de plus universel qu'une mère qui attend un enfant et qu'un enfant qui vient au monde. Et on le sent de façon évidente, humaine, et en même temps, quand je dis évidente, c'est pas dans le mauvais sens du terme, quoi. Il y a aussi un très beau tableau à la fin, dans la dernière partie, quand la soprano a son air, où en fait elle est dans le coma, elle est complètement inanimée, inerte quand elle chante son air, et petit à petit il va y avoir justement ce dialogue avec Dieu, avec la rédemption, l'homme et Dieu et son rapport à Dieu. Enfin, c'est quand même tout ça qu'interroge Handel, parce que oui, bien sûr, c'est la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection, mais c'est aussi l'humain qui s'interroge sur le Christ. La troisième partie, c'est beaucoup ça, en fait. C'est beaucoup le rapport des hommes à Dieu, et ça, on le sent, c'est juste, c'est intelligent, et je suis comme vous, Emmanuel, moi j'ai été émue, vraiment, par cette dernière partie notamment. Et musicalement, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette production ? Alors les chœurs sont quand même très importants dans l'oratorio de Handel. Comment vous les avez ressentis ? Comment vous avez vécu, Emmanuel ? Alors c'est toujours difficile pour le spectacle vivant. J'étais à la 2e représentation, donc je ne peux parler que de celle que j'ai vue et entendue. Et c'est là où j'avoue que j'ai été assez frustrée globalement par la réalisation musicale. Alors comme vous l'avez dit, notamment l'Alléluia, mais le Messie c'est un des tubes. On a eu l'occasion ou dans son entièreté ou par extrait de l'entendre. Alors évidemment, on se fait sans doute, en tous les cas pour ceux qui sont plus familiers avec cette œuvre, une image auditive de l'œuvre, et c'est toujours un petit peu risqué. J'avoue d'abord ma première déception, mais encore une fois, elle est peut-être totalement liée à cette seconde représentation, vient des chœurs de l'Opéra de Lyon. Alors c'est vrai que les chœurs sont extrêmement sollicités, ils chantent tout par chœur, avec une implication scénique remarquable, donc c'est un véritable challenge, comme on dirait maintenant. Et les chœurs de l'Opéra de Lyon, en général, dans les productions lyriques, ils sont formidables. C'est parmi les meilleurs chœurs lyriques en France, et peut-être même ailleurs. Et là, j'ai été vraiment sur ma faim. J'ai trouvé que les timbres n'étaient pas très beaux, ça manquait de cohésion. On l'a un peu entendu dans cet Alléluia. Il n'y a pas cette effusion et cette façon de monter comme quand on fait des sauces ou du sabayon, d'émulsionner. Voilà, ça n'émulsionnait pas assez, ça retombait un peu trop. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçue par ça. Et sans doute aussi la direction musicale de Stefano Montanari n'aidait pas, parce qu'elle était bien terne, pour ne pas dire morne. Anna, sur la partie musicale, je suis sévère, et peut-être sur les solistes, un dernier mot. Oui, alors sur la direction de Stefano Montanari, je rejoins assez Emmanuel. Franchement, c'est clair, c'est bien fait, ça tient, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contraste, il n'y a pas d'élan dramatique, il n'y a pas de premier plan, de second plan. Enfin, c'est une œuvre qui est tellement riche, qui va dans tous les sens avec. Enfin, c'est vrai que, on le disait un peu hors antenne, on a envie de se lever normalement quand on écoute le Messie. Là, pas totalement. Et du côté des solistes, alors je dirais que c'est un petit peu inégal. Je trouve qu'ils ont chacun des qualités différentes. Anna Delving, la soprano, a une voix très claire, elle a beaucoup de charme et un très joli timbre. L'alto de Christine Rice est... alors, il est un peu éteint, mais il est assez beau, parce que je trouve qu'il a de l'élégance, de la noblesse dans le chant, tout en retenue, et que notamment He Was Despised, cette scène où là on voit en scène un danseur qui là quand même incarne le Messie et qui est chahuteux, battu par les autres. Simple et très belle. Simple et très belle, et je trouve que c'est beau ce qu'elle fait autour de lui, dans une forme de sobriété, de grande retenue. Voilà. Bon, beaucoup plus compliqué pour la basse, pour Christopher Purves, qui là n'y arrive pas en fait dans les vocalises. Il tient pas il a une voix généreuse. Bon, voilà, ça va, mais c'est pas totalement enthousiasmant. Voilà, on peut pas dire. Bien, on invite nos auditrices et auditeurs à aller se faire un avis. Le Messie de Handel, mise en scène Deborah Wagner, c'est à l'Opéra de Lyon jusqu'au 2 janvier et à Paris au Théâtre du Châtelet du 19 au 29 janvier. France Culture, la grande table critique, Marie Sorbier.
On poursuit cette grande table critique avec Turandot, dernier opéra inachevé de Giacomo Puccini, drame lyrique en 3 actes et 5 tableaux, qui se déroule dans une Chine médiévale imaginaire. La glaciale princesse Turandot, fille de l'empereur dont la beauté est légendaire, attire à Pékin de nombreux prétendants. Ils doivent alors se soumettre à une terrible épreuve. S'ils élucident les 3 énigmes, ils gagnent la main de la princesse et le trône de Chine. S'ils échouent, c'est la décapitation qui les attend. Bob Wilson, qui vient d'ailleurs de fêter ses 80 ans, signe la mise en scène, alors wilsonienne en tout point, lumière au cordeau, jeu appuyé, hiératique, tableau millimétré, et c'est le nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris, Gustavo Dudamel, qui offre à la soirée dynamisme et flamboyance. L'événement de cette production à l'Opéra Bastille, c'est le chef Gustavo Dudamel dans la fosse. Emmanuel Giuliani, est-ce qu'il remplit ses promesses, ce chef providentiel ? Alors, pour Turandot, je dirais oui, absolument, pleinement. Et je suis d'autant plus contente, et en faisant amende honorable de le dire, qu'il avait déjà dirigé un gala avec des extraits d'opéra il y a quelque temps au Palais Garnier, en septembre, avec les forces de l'Opéra de Paris. Et là, j'avais trouvé que tout était très en place et bien fait, mais j'étais un peu restée sur ma faim, comme voilà, devant un bel étal, mais pas très savoureux. Et là, vraiment, Turandot, avec les forces de l'Opéra de Paris, orchestre et chœur, donne pleinement ce que peut être Gustavo Dudamel, dont d'ailleurs le coup de foudre réciproque avec l'orchestre de l'Opéra de Paris était intervenu avec Puccini également, tout autre univers puisque c'était la Bohème. Mais donc voilà, il revient en tant que directeur musical avec cette déferlante puccinienne qu'est Turandot, et il remplit vraiment ce chef, donc on se le rappelle peut-être, mais il n'est pas inutile de le rappeler, vénézuélien, issu de ce programme El Sistema qui a permis à tant de musiciens de se révéler, révéler si je puis dire, à travers les années qu'il a passées à l'orchestre de Los Angeles, où il a succédé, ce qui n'était pas facile, à Esa-Pekka Salonen, et voilà, et il est vraiment devenu la star internationale qu'il est maintenant. Et ce qui est très beau dans Turandot, c'est qu'à la fois
fois, il lâche les chiens, mais ce n'est jamais trop fort, c'est jamais excessif, ça ne sature jamais dans les grands passages extrêmement dramatiques. Notamment, il construit la fin du premier acte, depuis l'ère de Liu, Signor et Ascolta jusqu'à la dernière note de ce premier acte, une progression qui est une leçon absolue de musique et d'intensité dramatique. Et puis dans les moments plus doux, il y a des côtés musique française, ravélienne, pleine de couleurs, de scintillements. Je trouvais que c'était une très très grande réussite orchestrale. Anna, vous êtes d'accord? Je vous vois opiner. Absolument d'accord, surtout, il y a ça bouillonne dans la fosse, il y a vraiment un lyrisme, des couleurs, une intensité, et en effet, c'est jamais trop, parce qu'il y a la puissance nécessaire, la beauté des cuivres, notamment dans les passages très puissants, et puis les percussions incroyables, et aussi un climat très intime, très bien rendu, avec beaucoup de souplesse et de subtilité, donc c'est magnifique, et en plus, je trouve que c'est particulièrement beau avec la mise en scène de Bob Wilson. C'est-à-dire qu'on a le feu et la glace, quoi, vraiment. On a cet orchestre en bas qui bouillonne comme ça. Et puis, il fait confiance aux musiciens, il les laisse jouer. Il les laisse jouer, on sent qu'ils s'épanouissent, que tout est grand, tout est large, tout est plein. Et avec cette mise en scène de Bob Wilson, on va y venir, que je dis tout de suite, que moi j'ai beaucoup aimé, c'est très beau, en fait, le décalage de tout ça, avec l'air qu'il y a avec chez Bob Wilson, avec ses tableaux, ce bleu, ce rouge, ces couleurs, et l'animation dans la fosse. Est-ce que vous n'avez pas ressenti un déséquilibre entre justement cette bouillonnance de cet orchestre, comme ça, où le feu est là, présent, et les voix? Ah si, ça c'est une autre question. Anna. Enfin, pardon, je vais peut-être laisser Emmanuel... Non, allez-y, Anna, je vous en prie. Ok. Si, ça c'est un... Alors, après, c'est toute la question épineuse des mises en scène de Bob Wilson. Parce que moi, cette mise en scène, elle m'intéresse beaucoup, elle me plaît beaucoup. Vous le disiez, Marie, elle est typiquement wilsonienne, comme une Butterfly, un Péléas. On a déjà vu du Bob Wilson comme ça, on ne peut pas dire que ce soit surprenant, mais ça fait mouche avec l'œuvre. Il y a plein de choses on aura peut-être le temps de les détailler un peu, mais bon, là, je ne détaille pas. Il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup, mais il faut des chanteurs c'est toute la difficulté. Il faut des chanteurs qui rentrent dans cette forme extrêmement contraignante, mais qui arrivent à la remplir, la dépasser et pas être coincés dedans. Or là, ils sont quand même oui, à certains moments, on les sent en effet coincés. Notamment Calaf et Liu, ils sont coincés. Emmanuel? Alors d'abord, il faut rappeler, on l'a entendu avec l'extrait dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'en pense pas beaucoup de bien au point de vue vocal. Turandot, notamment pour elle, c'est inchantable. Qui peut chanter Turandot aujourd'hui? Il ne doit pas y avoir beaucoup de... Donc, s'y frotter, c'est à la fois extrêmement risqué, extrêmement courageux, mais à ses risques et périls. Et Elena Pankratova, elle y arrive plus que d'autres, mais avec une voix très tirée, qui n'est pas vraiment belle, avec un... Bon, elle tient le choc, mais évidemment, à l'opéra, on n'est pas pour voir quelqu'un qui arrive au bout du trajet sans avoir eu d'accident. On est là pour vibrer et être heureux. Et c'est plus compliqué. Mais c'est un rôle absolument impossible dès le début. Enfin, voilà, et ça ne s'arrange pas après. Et aussi, c'est vrai que paradoxalement, dans cette gestuelle, comme l'a dit Anna, très corsetée, millimétrée, saccadée, il faut de la souplesse et de la grâce. Et c'est ça qui est très compliqué. On a une chose impossible à chanter et il faudrait avoir la grâce et l'élégance d'une liane pour la contenir dans ce sublime corset wilsonien. Je ne sais pas qui peut faire ça. Alors justement, sur la mise en scène, on l'a dit, alors ça ressemble vraiment à un spectacle de Bob Wilson. On n'est pas perdu, on a ces mêmes lumières, ces bleus, on est dans la glace, et puis cette Turandot en rouge comme ça qui contraste, les éléments de blanc qui sont les éléments de deuil dans la Chine. Enfin, on a tout ce code couleur comme ça très précis. Mais qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, Bob Wilson, à cet opéra, à Turandot ? Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il apporte quelque chose. En tout cas, sa mise en scène est, pour moi, extrêmement pertinente et son univers colle très bien à celui de Turandot, qui, moi, je le dis tout de suite, c'est pas du tout mon opéra préféré, Turandot. Donc voilà, pourquoi pas, mais j'ai pas une passion pour Turandot. Voilà, je le dis. Ce qu'il apporte, c'est que déjà, la façon dont il traite Ping Pang Pong, les trois personnages en commedia dell'arte qui sont extrêmement amusants, on dirait Jack in the Box, qui
sortent comme ça des ce sont 3 personnages qui portent la farce et le grotesque de l'œuvre. Oui. Et ça, c'est extrêmement réussi. Le côté, les personnages qui sont mis à distance, je trouve qu'on ressent très bien les tensions entre tout. L'empereur qui arrive dans les airs, totalement inflexible. Turandot qui apparaît à 5 mètres du sol. C'est des images, c'est des tableaux. Mais oui, alors si, il y a quand même, il y a plein de choses à dire. Par exemple, il y a une espèce de forêt qui ressemble à une crépinette. Pardon, l'expression n'est pas très jolie, mais ça ressemble vraiment à ça. C'est pour que les gens visualisent. Cette forêt, elle apparaît au moment des énigmes. Donc là, elle symbolise toute la complexité et le côté obscur, touffu, compliqué du cerveau de Turandot. Et puis après, pour moi, elle représente les méandres de Turandot, la séparation entre l'esprit et le corps. Enfin, c'est une mise en scène qui est, comme toujours avec Bob Wilson, il ne raconte pas l'histoire précisément de façon narrative où on se prend dans les bras quand on dit qu'on se prend dans les bras, mais l'histoire se raconte extrêmement bien. Elle est quand même assez illustrative, cette mise en scène, je trouve, par rapport à d'autres peut-être spectacles de Bob Wilson. Ce qu'on peut dire aussi, j'ai eu l'impression, moi, Emmanuel, vous me direz la vôtre, que quand même il n'y avait rien de nouveau dans le vocabulaire de Bob Wilson. Oui, mais je ne pense pas qu'il cherche à faire du nouveau. On évoquait tout à l'heure les tableaux de Fra Angelico. Je pense qu'à chaque tableau était extraordinaire et il ne cherchait pas à faire du nouveau. Il a cette esthétique, vous avez rappelé qu'il avait 80 ans maintenant, et il s'y installe. Alors, Ping Pang Pong, les 3 ministres, qui d'ailleurs, c'est peut-être parmi les passages les plus géniaux de l'ouvrage. C'est vraiment 3 personnages grotesques, mais à la fois qui disent la réalité de ce qui se passe et cette politique délirante de Turandot. Il les traite, ils sortent aussi de sa mise en scène de l'opéra de Katsu. On a retrouvé tout à fait les personnages de cabaret et donc là aussi, on a Wilson dans Wilson, et ça c'est plaisant. Moi, je mettrais une limite, c'est que, et d'ailleurs la chanteuse Gwan Kun-yu est vraiment très bien, très émouvante. Je trouve qu'il aurait dû, mais c'est facile de faire des leçons à Monsieur Bob Wilson, qu'il aurait dû traiter le personnage de Liu, qui est vraiment le seul personnage sentimental et bouleversant qui mourra par amour. Elle a un courage phénoménal. Et Timur, le père de Calaf, du héros, eux, ils sont sortis des opéras de Puccini d'avant, c'est-à-dire ces personnages de passion, d'amour, des personnages humains. Et je trouve dommage que leur traitement soit identique de ceux des autres personnages qui sont un peu des archétypes, et que que le sang et la palpitation humaine ne soient pas dans... Donc là où vous disiez quoi de nouveau, il y aurait eu un petit décalage dans le traitement de ces 2 personnages, et notamment de Liu. Je pense que ça aurait encore renforcé la force de la mise en scène. Anna, un tout petit dernier mot pour conclure. Ça, il faut quand même dire que Liu est je cherche son nom, Gwan Kun-yu est une très belle chanteuse, très sensible. Alors, oui, mais il y a quand même cette fin magnifique, un peu orphique, où elle est morte, mais il dit « marchons encore un peu ensemble ». Timur lui dit « marchons encore un peu ensemble ». Et elle marche comme ça devant lui, et il la suit dans cette déambulation qui, là, je trouve, est très humaine et très émouvante, si je peux me permettre. Turandot, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 30 décembre. Autour de la grande table critique pour cette deuxième partie, Olivier Lam, journaliste et critique à Libération, et Joseph Gosn, directeur de la rédaction des Inrecuptibles. Bonjour à tous les deux. Nous parlons de l'actualité de la musique. Au programme, dans quelques instants, Arca et tous ses kicks. Mais tout de suite, les Beatles, Get Back, réalisé par Peter Jackson. Hi everybody, especially any Beatles fans who are watching this. This is Peter Jackson, and welcome to our cutting room, where we're working on our new movie, The Beatles Get Back. Now we're going to take the Beatles, I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? Looking for a what? What is it? Looking for a home to last? Looking for a blast from the past. The documentary is just grinding to a halt. Grinding to a halt? I think it's taking off. Here we go. The best bit of us, always has been and always will be, is when we're backs against the wall. All we've got is us. What do you think? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes
comes to me, speaking words of wisdom, let it be. The Beatles Get Back, c'est un documentaire musical réalisé par Peter Jackson, diffusé depuis fin novembre sur Disney+. Le réalisateur du Seigneur des Anneaux a réagencé des rushs, près de 60 heures d'images inédites et plus de 150 heures audio enregistrées à Londres en 1969 par Michael Lindsay Hogg. En résulte 3 épisodes, près de 8 heures d'images et d'observations pour le spectateur d'un groupe qui se disloque. Ce que l'on voit aussi, c'est la création en train de se faire, des discussions sans fin et de la musique bien sûr, avec notamment le fameux dernier concert public des Beatles donné sur le toit de leur immeuble. Joseph, quelles premières impressions après le visionnage de ce documentaire ? Plusieurs impressions. La première, c'est déjà c'est le mot documentaire. Je ne suis pas certain que ce soit un documentaire. Ça ressemble autant à un documentaire qu'à une série. Et quand je dis ça, c'est aussi pour le replacer dans notre contexte actuel, c'est-à-dire ce sont des images de 1969 que l'on regarde aujourd'hui et qui sont remontées aujourd'hui. Donc ma première impression, c'est celle de voir un objet très très contemporain, fait à partir d'images et de sons du passé, et qui questionne aussi la façon de montrer aujourd'hui la musique et les groupes au travail. Mais en quoi ce n'est pas un documentaire selon vous ? C'est un documentaire, mais c'est aussi une série, parce que ça travaille aussi l'idée de sérialité, l'idée de continuum très long, et l'attachement au personnage en fait. Je me suis retrouvé, alors si je parle d'un point de vue très très personnel, je n'ai pas beaucoup d'affect pour les Beatles. C'est un groupe que j'ai écouté, qui m'a intéressé comme ça, mais je n'ai vraiment pas du tout d'affect pour eux, ni pour leur musique. Mais par contre, en regardant ce documentaire, je me suis retrouvé très attaché aux personnages, aux interactions entre eux, à la façon dont ils constituent leur musique, dont ils se mettent à jouer ensemble. Et je n'ai pas tant vu un groupe en train de disloquer, c'est pas tellement... Je n'ai pas eu cette impression-là, mais j'ai plutôt eu l'impression d'avoir accès à une intimité à laquelle que je ne connaissais pas, et surtout à une intimité à laquelle on n'a plus accès aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de groupe aujourd'hui qui laisserait faire ça. Et vraiment dans cette idée de laisser faire, il y a une liberté que j'ai trouvée assez folle et assez inédite, dans le sens où ils sont là, ils sont filmés en permanence. Et ils savent qu'ils sont filmés, on voit les interactions parfois avec... Oui, ils savent qu'ils sont filmés, et alors une fois de temps en temps ils disent bon, arrêtons la caméra, mais ce n'est pas tant que ça, et donc il y a un vrai... il y a une vraie fluidité, il y a une espèce de continuum comme ça, et du coup j'avais l'impression d'être vraiment pris dans une vraie série. Olivier ? Oui, ces images-là, leur statut nous interroge particulièrement à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où des carrières se font à partir des réseaux sociaux quasiment tous les jours, et où il y a une sorte d'injonction, même faite aux superstars de la pop, à se montrer, à se raconter à la première personne, etc. Là, il y a un dispositif qui est inédit, qui était complexe déjà à l'époque, puisqu'il y avait une volonté qui était assez vague de se laisser filmer en train de préparer un disque, à laquelle est venue se greffer cette idée d'un concert, voilà, un projet qui n'a pas arrêté d'évoluer et qui arrive à un disque qui en plus nous est arrivé en différé, puisque c'est le dernier album sorti des Beatles, mais c'est un album, c'est l'avant-dernier qui a été enregistré. Il y a Abbey Road qui a été enregistré par la suite et qui est arrivé comme une espèce, qui est arrivé après la séparation du groupe, en tout cas son annonce publique, comme une espèce de coda en fait, une coda qui en plus était arrivée à l'époque sur le marché du disque de manière modifiée, différente du projet initial qui était d'enregistrer le groupe à nu. Enfin, il y a une complexité à l'intérieur de la carrière même des Beatles et de l'histoire de la pop qui est fascinante. Et si aujourd'hui le film fascine, c'est aussi parce que, et je pense qu'il n'y a aucun autre groupe dans l'histoire de la musique qui fascinerait autant avec un projet similaire à la fois de film. Je parle du projet de l'époque et aussi du projet comme on le reçoit aujourd'hui, avec cette idée un peu folle de Peter Jackson qui est de reprendre ces dizaines d'heures de rush pour essayer de reconstituer en fait cette histoire au jour le jour. Il y a ça aussi, alors chronologique, qui est assez fascinant. Oui, parce que le film est long, mais en fait, ça a retranscrit une période assez courte. 21-22 jours, je crois, 3 semaines. 3 semaines avec quelques ellipses. Alors évidemment, il y a tout le hors-champ, il y a tout ce qui se passe en dehors du studio où on filme, enfin des 2 studios où on filme. C'est ce hors-champ dont on a l'impression qui pénètre en fait à chaque fois, voilà, et qui permet en fait, c'est là que je pense le film a beaucoup impressionné, permet de réécrire complètement en fait ce qui était devenu en fait une doxa, une histoire officielle. Voilà, le groupe était en train de se déchirer, et là on voit même
les membres du groupe en fait plaisantaient sur leur séparation en cours telle qu'elle est racontée dans les journaux. Il y a une scène hallucinante où John Lennon en fait relit tourne les pages d'un magazine dans lequel est raconté en fait la tension, le fait qu'ils en seraient venus aux mains, et fake news totale comme il le dit, et il dit voilà, rien de vrai mis à part le fait que c'est un mensonge. C'est quand même fabuleux parce que tout ce qui est à l'intérieur de ce film, en fait, il y a peut-être 10% qui confirment en fait l'histoire connue et 90% d'une histoire qui était inconnue, à part peut-être évidemment aux biographes officiels qui avaient eu accès. Mais j'ai l'impression que ça détrompe même en fait les paroles racontées par McCartney dans les interviews et dans les livres, de George Harrison dans les interviews et dans les livres, de Lennon avant sa mort dans les interviews et dans les livres. Du coup, ça c'est une espèce de, c'est quasiment un document, j'ai envie de dire. Historique, enfin il y a ça, et puis après il y a le statut même des Beatles qui rendent ces images, qui lui donnent un aspect mythologique quasiment, qui évidemment dissonne totalement avec le côté un peu quotidien, puisque on parle d'un groupe qui jusqu'à une certaine génération, et alors là on pourra éventuellement parler après de ce que ce film peut faire à des gens qui ont 20 ans et qui se fichent totalement des Beatles, en tout cas de la manière auquel on peut y être attaché jusqu'à un certain âge. De fait, ce statut-là, en fait, donne presque l'impression de voir, je sais pas moi, une scène de la Bible qui aurait été filmée. Tout d'un coup, on découvrirait qu'il y a une caméra qui avait été posée avant l'écriture de l'histoire officielle et fictive. On a accès, en fait, au moment originel. Et ça, c'est vrai que c'est vertigineux. Il y a quand même des moments aussi très émouvants où on voit littéralement naître des chansons, des tubes qu'on connaît tous sous nos yeux. Joseph ? Oui, on voit vraiment ça. C'est-à-dire on voit l'interaction entre eux, la façon dont ils jouent, la façon dont ils s'accordent ou ne s'accordent pas entre eux. On voit aussi, moi j'ai aussi été assez fasciné par le fait qu'ils passent beaucoup de temps à rejouer de vieilles chansons. Il y a des moments au début, notamment quand ils commencent à se remettre ensemble, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vraiment fait de live ensemble. Il y a un côté très groupe de reprises ou groupe de R&B, et il y a comme ça on sent une sorte de tentation de revenir à ce que ça a dû être à un moment, en tout cas au début. Donc oui, il y a quelque chose d'assez fort dans ce moment-là. Moi j'aime beaucoup aussi le moment où par exemple où George Harrison s'en va. Et les autres se retrouvent, ils disent qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, effectivement, il y a du hors-champ. Donc on voit vraiment les choses se construire, et au fil des trois épisodes, les choses se structurent. On sent bien la musique naître, se structurer, se former. Ils reviennent souvent sur des morceaux. Il y a 2-3 morceaux qu'on entend à plusieurs reprises, jouer, rejouer, etc. Donc il y a une vraie matière, et en ce sens-là, c'est pour moi en tout cas, c'est quelque chose d'assez inédit de voir un truc comme ça. Alors, par rapport à cette idée-là, au fait de filmer un groupe dans un moment en pleine création, il y a à la même époque, dans ces mêmes années-là, il y a le 1+1 de Godard qui filme les Rolling Stones. En train d'essayer de construire une chanson qui sera Sympathy for the Devil. Sauf que Godard n'y arrive pas vraiment. On a le groupe, etc. Il passe un peu à côté quand même, parce que son projet est tout à fait autre. Là, on est vraiment dans le cœur avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être que à l'époque, on arrive aussi à les filmer parce que c'est aussi une commande qui vient d'eux et de leur maison de disques qui leur appartenait, de Apple. Donc on est quasiment dans la création d'un objet un peu qu'on qualifierait aujourd'hui de corporate, mais qui sans doute dû à l'époque est beaucoup plus libre que ça ne le serait aujourd'hui. Olivier disait tout à l'heure que des carrières entières naissent sur Instagram jour après jour, mais ce sont des carrières qui sont extrêmement formatées, avec des plans médias très, 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 très bien conçus. Là, on voit bien qu'au-delà du projet même, de dire on va prendre des caméras, on va jouer, puis ils vont nous filmer, et puis on va voir comment ça se passe, c'est un projet qui finalement est assez ténu. En fait, la liberté est très, très grande. Mais est-ce que c'est uniquement un témoignage, cet objet, ou c'est aussi un film artistique ? Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement aussi du statut de documentaire ? Il se trouve que Peter Jackson, c'est pas le premier documentaire entre guillemets qu'il réalise. Il en a fait un sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Pour les soldats tombés, qui est un film qui posait plein de questions par rapport à la réalité, ce qui était montré. L'idée était de récupérer des images tournées pendant la Première Guerre mondiale, des poilus, des images journalistiques ou amateurs, et de
en utilisant les dernières technologies, notamment d'intelligence artificielle, de modifier en fait la vitesse de défilement pour retrouver une fluidité. C'est en gros l'intelligence artificielle remplit les images manquantes, mais également de les coloriser et surtout de les sonoriser en faisant appel à des gens qui savent lire sur les lèvres et ensuite de faire jouer les dialogues par des acteurs. Ça donnait quelque chose qui se voulait être plus proche, une volonté d'immersion dans ces images-là pour en gros enlever le passage le passage du temps qui a été évoqué par le grain même de ces images avec un défilement différent, le noir et blanc, l'érosion, etc., etc. Et là, il fait la même chose en fait avec ces images. C'est-à-dire que Peter Jackson ne supporte pas le grain de l'image, le grain de la pellicule. Il ne supporte pas la vitesse de défilement qui est celle de la pellicule. Il trouve aussi que le son, la prise de son est imparfaite. Donc on n'entend pas bien tout ce qui se dit. Donc il travaille sur la bande son de manière totalement maniaque, de manière à faire en sorte que les voix soient toutes au même niveau, ce qui fait qu'on se retrouve avec un rendu de réalité qui est extrêmement étrange, presque surréel. Il y a du fait du travail technologique, il y a des désynchronisations et des resynchronisations entre le son et l'image qui sont extrêmement étranges, et surtout il y a un travail de montage très intense avec beaucoup de plans de coupe qui fait qu'on ne sait jamais si on est dans un déroulé en fait en temps réel ou si tout d'un coup il y a le monteur qui est venu rythmer ça avec des plans de coupe très rapides souvent, et ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de voir, et surtout on ne sait pas surtout à quelle époque ça appartient. Moi je sais que pendant le premier épisode qui dure plus de 2 heures, j'étais complètement perdu, j'avais l'impression que tout était faux, que c'était un film qui avait été complètement fabriqué à l'intérieur d'un ordinateur. C'est vrai que les images peuvent paraître assez artificielles au spectateur. Mais aussi le décalage entre les images et le son, et c'est le fait qu'on entende si bien les dialogues, on a l'impression que tout a été rejoué par des acteurs en post-production. Enfin, ça donne quand même quelque chose de vraiment très singulier, très étrange, ce qui fait que, et moi je me suis jamais complètement débarrassé de ce malaise en fait. Peter Jackson a un rapport à l'image d'archives qui est vraiment complexe et qui n'est pas du tout naturel, ce qui fait qu'on peut aussi se sentir éloigné de ces archives. C'est pas du tout 8 heures brutes, c'est extrêmement monté, extrêmement travaillé, ce qui fait qu'effectivement y compris au niveau éditorial, on imagine bien qu'il y a des choses qui ont été enlevées et qu'il y a une dramaturgie à l'œuvre. Il y a un storytelling qui a été fait, ce qui fait que voilà, on a accès à quelque chose, mais cette chose à laquelle on a accès, qui est inédite, n'est pas évidemment la réalité au jour le jour de ce qui s'est passé. Joseph, sur cette étrangeté dont parle Olivier? Moi, l'étrangeté, je l'ai ressenti à deux endroits. D'abord, effectivement, dans les voix qui sont extrêmement présentes. Et d'un coup, on entend vraiment les voix de ces gens-là, des voix qu'on entendait, qu'on connaissait, mais qu'on ne connaissait pas de cette façon-là, de façon aussi distincte et aussi précise, notamment la voix de Paul McCartney, que je trouve qui est très très présente, avec cet accent très distinctif. Et on voit bien que les voix les plus présentes sont aussi celles qui arrivent à diriger et à faire en sorte que les choses évoluent. Et justement, que les rapports entre eux évoluent, la façon dont ils évoluent. Et ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est sans doute ce qu'Olivier appelle la dramaturgie, mais c'est vraiment cette idée du récit qui renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de série. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une construction qui appelle à l'attente et à une forme de suspense. Du suspense assez basique, mais quand même, on se dit, ah tiens, à quel moment est-ce que Yoko Ono va venir foutre le bordel au milieu? On la voit régulièrement, elle écoute, elle est tout le temps là. En même temps, elle est assez passive, à part une fois ou deux où elle pousse quelques cris comme elle fera plus tard. À quel moment est-ce que George s'en va? Mais que va-t-il se passer? Il y a vraiment dans le montage, dans la façon dont tout ça est construit, il y a la recherche d'un récit qui vous tient un peu en haleine. On est vraiment j'ai l'impression dans un moment de l'historiographie de ce groupe, et peut-être même de la pop, où on est en train sans doute de réinventer la façon de raconter les choses et d'y remettre un peu de drame au-delà de ce que l'on connaissait, au-delà des faits, ou en tout cas de ce qu'on savait des faits. Sans doute parce qu'on est aussi dans une époque qui appelle à ça, qui appelle au récit, à une forme de fiction qui va ressusciter l'intérêt. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment effectivement est-ce que
des gens qui ne connaissent pas les Beatles vont recevoir ça? Quel intérêt ils vont y trouver et comment est-ce qu'ils vont s'approprier ça? Oui, c'est en effet une vraie question. Est-ce qu'une jeune génération, ou même des gens qui ne connaîtraient pas les Beatles ou qui s'y intéresseraient pas, peuvent s'intéresser à ce documentaire, ou est-ce que c'est seulement une œuvre finalement géographique pour les fans et les mordus des Beatles? Ça pose la question du statut des Beatles en 2021. J'ai écouté l'autre jour le podcast de Bret Easton Ellis où il se dit, moi je parle à des gens de 25 ans, de 30 ans, ils me disent mais les Beatles, voilà, bof. Et évidemment que les Beatles ont un statut à part dans toute l'histoire de la pop. Il n'y a pas un groupe qui a autant passionné, qui a autant donné l'impression à des millions de gens d'être connectés intimement à un groupe et que ce groupe en fait les a marqués plus qu'aucun autre dans leur existence. Et c'est vrai que c'est un groupe qui a un statut tel que dans le Royaume-Uni des années 60, ce groupe peut se permettre, avec les privilèges qu'il a acquis, de faire un concert sans avoir prévenu personne sur Savile Row, en plein centre de Londres, sur le toit d'un immeuble, et foutre un bordel monstre. Et même les gens nés avant-guerre, etc., trouvent ça, pour la plupart, sympathique. Il y a 2-3, on va dire, bourgeois ou nobles, je sais pas, qui trouvent ça désagréable, mais même les pauvres Bobby, les pauvres policiers qui montent à l'étage se sentent gênés d'interrompre les Beatles. Ça, c'est vraiment c'est fascinant, mais c'est vrai que la question, c'est est-ce que le statut des Beatles, avec la disparition future de Paul McCartney et de Ringo Starr, en fait, est-ce qu'elle va s'étioler, ou est-ce qu'au contraire, elle va encore plus se cristalliser dans une sorte de mythe? Parce que un groupe de ce statut-là, je pense que dans l'histoire de la musique, il y en a, même de la culture populaire, il n'y en a aucun. Donc c'est fascinant de les voir aussi proches d'un groupe, de n'importe quel groupe, avec le statut qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Joseph, juste un dernier mot sur le côté mythique des Beatles. Justement, à propos du mythe, ça pose aussi la question de savoir qui aujourd'hui est aux commandes de ce mythe. Ça me fait penser au documentaire récent de Todd Haynes sur le Velvet Underground, où c'était assez clairement l'histoire dite selon la version de John Cale, puisque maintenant Lou Reed n'est plus là. Donc une des questions, c'est est-ce qu'on n'est pas là face à une histoire qui est plutôt celle de Paul McCartney, qui est enfin peut-être Ringo Starr, mais en tout cas moi ça m'a vraiment interrogé sur ça. Est-ce que c'est pas l'histoire de Paul, ou selon Paul, qui a par ailleurs aussi l'habitude de beaucoup retravailler l'existant et de remettre beaucoup des remasters, etc. des Beatles. Donc ça interroge sur quel est le statut et qui aujourd'hui crée ce mythe-là et qui le perpétue. Eh bien, chacun pourra se faire un avis. The Beatles Get Back se regarde sur la plateforme Disney+. France Culture, la grande table critique, Marie Sorbier. Tout de suite, nous parlons des nouveaux 4 albums d'Arca qui viennent de paraître, mais tout d'abord, on l'écoute.
Mais qui est donc Arca ? Alejandra Garci, connue sous son nom de scène, Arca est une musicienne, autrice, compositrice, interprète et productrice de musique électronique vénézuélienne. Sa musique est pour le moins radicale, alambiquée, ésotérique, non conventionnelle, une hybridation électro-lyrique qui bouscule, voire agresse, mais qui permet une ouverture des consciences et une rencontre avec des réalités étranges, voire étrangères. Kick est un projet mutant, un cycle dont chacune des 5 parties a une identité propre. Kick 1 sorti en 2020 et les 4 nouveaux Kick disponibles depuis quelques jours. Arca propose donc quasi simultanément 4 albums de perturbations sonores qui n'excluent pas pourtant tendresse et vulnérabilité. Arca désarçonne certes, mais elle se livre. Olivier Lam, comment avez-vous réagi à l'écoute de cette anthologie ? Je m'y suis plongé, mais comme j'étais dans une explosion, j'étais un petit peu tout le temps autant des mois. Arca, je la suis depuis longtemps, quasiment depuis ses premières mixtapes. Elle était apparue, elle est vraiment née comme artiste à New York, au sein de soirées assez passionnantes où la dance music était complètement bousculée, effectivement, à la fois par des questions de forme, mais aussi de genre, de sexualité, d'identité, voilà, il y a quelque chose comment dire, d'un feu quoi, qui agit vraiment dans sa musique, et elle a longtemps été dans l'ombre avant sa transition. C'est une femme trans aujourd'hui complètement exubérante qui est là littéralement après je sais pas combien de disques ou albums, mais elle s'est réinventée plusieurs fois. Elle a sorti un très très beau disque éponyme qui s'appelait Juste Arca, dans lequel elle chantait pour la première fois et on découvrait cette voix incroyable de matador transgenre complètement avec un sens du tragique, du mélodrame, vraiment avec des pianos-voix absolument incroyables, et en même temps elle ne lâchait pas ce qui est vraiment son premier talent, à savoir le malax, je sais pas comment dire, le malaxage de son électronique, dans laquelle elle est vraiment à l'avant-poste, fait de toute une scène. Aujourd'hui on appelle ça vaguement post-club, ou je ne sais pas comment dire, qui est vraiment arachnéenne, si je peux dire, parce qu'elle est partout dans le monde aujourd'hui, bien au-delà de l'Occident. Elle est beaucoup sur Internet, elle est très politique, elle est très liée aux questions de genre, et voilà, avec cette révolution du genre dans laquelle on est actuellement. Et là, c'est une explosion sur l'explosion, si je peux dire, parce qu'effectivement, ce projet-là donc prend la forme de 5 disques qui sont dans laquelle elle revient sur tous les genres musicaux qu'elle a déjà explorés, mais aussi dans lequel elle intègre de nouveaux. Et c'est quasiment comme on a coutume de dire que évidemment l'évolution des musiques populaires depuis le rhythm and blues, même encore avant, sont vachement liés, je dis vachement, beaucoup, très liés à l'évolution, on va dire, du sexe et du genre. Et là, c'est quasiment 4 formes de sexualité et de genre, mais qui elles-mêmes en contiennent une infinité. On détaillera peut-être ensuite les 4 kicks qui viennent de sortir. C'est vertigineux, et évidemment, moi j'aime énormément cette époque dans laquelle cet artiste-là peut être vu comme majeur et sortir là, comme ça, dans la même semaine, 4 nouveaux albums, et donner ça je sais pas comment dire, on peut pas dire à consommer, mais j'ai envie de dire manger, je sais pas pourquoi. Joseph Ghosn, quel est votre rapport avec Arca ? Mon rapport avec Arca, il est moins précis que celui d'Olivier, mais mon rapport à cette saga, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à une saga, est plutôt assez comment dire, presque intime, parce que j'ai passé pas mal de temps avec ces disques, avec les 5 disques, parce que je suis retourné à celui de l'an dernier, que je trouvais un peu assez foisonnant, mais dans beaucoup de sens, dans pas mal de sens, et avec beaucoup d'invités. Oui, il était un peu plus foutraque dans la construction. Il y avait beaucoup plus de choses, ça partait un peu dans tous les sens, comme si ça avait été une matrice, ou en tout cas quelque chose pour dire tiens, il y a beaucoup de pistes à explorer, et il y avait beaucoup de voix, et ce qui m'a frappé, c'est au fil de l'écoute des 5, de la série des 5, c'est aussi un peu la disparition des voix invitées pour laisser la place à autre chose, et notamment une forme de dénuement, j'ai l'impression, en tout cas à une sortie progressive des genres les plus club, en tout cas ce qui est le plus rythmé au début, pour aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus atténué, de beaucoup plus calme, avec un peu plus de transparence, je dirais, entre l'auditeur et
ce qui est entendu, quelque chose de plus, même de plus prégnant dans l'écoute, parfois, notamment dans les 2 derniers, puisque je l'écoutais beaucoup au casque. D'un coup, il y a une voix surgissait, je la sentais très 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 proche, comme si le mix était d'un coup se mettait quasiment dans mon oreille de façon très très physique. Donc il y a vraiment eu pour moi dans le rapport quelque chose du brouillage d'essence, vraiment d'un vrai brouillage de je ne sais plus où je suis, je ne sais plus exactement ce que j'écoute, et je ne sais plus exactement quel genre j'écoute, parce que je pense aussi, mais ça c'est peut-être un effet aussi de l'époque, de se dire que et aussi de ce que l'on sait d'elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui a transitionné et donc qui a changé de genre. Peut-être que cette saga-là est aussi quelque chose sur ça, c'est-à-dire un passage d'un genre à l'autre, en tout cas un passage entre les genres, et avec aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, notamment dans les paroles vers la fin, où l'utilisation de certains mots, notamment, je crois qu'à un moment, elle utilise beaucoup cette formule, qui est une formule assez classique dans les chansons de soul ou rhythm and blues de It's a Miracle, c'est un miracle. On parle souvent de ça en parlant d'une histoire d'amour ou d'une rencontre, etc. Et là, le It's a Miracle fait référence à elle-même, à son corps et à la façon dont il a changé. Donc on est vraiment dans une réflexion sur ça, sur le changement, et ça pour le coup ça vous affecte pleinement quand vous vous en rendez compte. Pour bien se rendre compte de toutes ces différentes couleurs, cette palette très large qu'elle nous propose, on va écouter un deuxième morceau. Olivier Lam, est-ce que Arca fait partie selon vous de la famille des caméléons musicaux? Est-ce qu'elle est à l'aise dans tous les genres finalement? Non, elle est surtout à l'aise dans le genre dans le genre fou qu'elle s'est créé elle-même. Tout à l'heure, je disais que ça me faisait énormément plaisir de savoir qu'on vit dans un monde dans lequel elle pouvait devenir une artiste importante. Et je trouve que ça s'entend là beaucoup parce que c'est effectivement là, ça nous renvoie à des choses électroniques vraiment qui étaient considérées comme avant-gardistes à une autre époque et qui aujourd'hui ont complètement intégré la pop. Elle parle, elle s'exprime, elle crée depuis un endroit qu'elle voudrait être la pop. Elle collabore avec Björk, elle a fait des instrumentaux pour Kanye West. Alors je dis pas qu'on est complètement arrivé dans un monde où on s'est débarrassé des normes. Au contraire, on sait comment la pop aussi campe aussi sur ses positions très liées, on va dire, à leur côté commercial. Mais mine de rien, elle arrive quand même à la fois à être une inventeuse de forme très une exploratrice, je sais pas comment dire, vraiment très audacieuse, et à côté de ça, elle peut faire des pianos-voix assez déchirants. Et c'est vrai que là, il y a quand même une espèce d'éventail d'un disque à l'autre qui, depuis la cumbia très électronique jusqu'à un ambiant complètement décharné, et elle est elle-même absolument. On n'a pas du tout l'impression qu'elle se balade là-dedans. Elle est chaque morceau est 100% Arca. C'est ça qui est assez fascinant. Joseph Ghosn, est-ce que vous avez quand même l'impression que ça forme un ensemble cohérent, ces 5 kicks?
Ouais, absolument. Il y a un ensemble cohérent avec une vraie progression. Et je trouve que le morceau qu'on a entendu là résume bien. Où il vient de l'album Kick 3. Voilà, Kick 3 qui est vraiment, enfin voilà, il y a Kick 3, il y a des moments où Kick 3 va vers l'abstraction. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Kick 3, je trouve. Mais bref, je trouve qu'il résume bien une impression que j'ai eue, qui est une impression, le mot peut-être un peu négatif, mais en fait c'est une impression assez positive, d'épuisement de l'écoute. Ça vous pousse vraiment à écouter jusqu'au bout et à aller jusqu'au bout de votre écoute. Et cet épuisement de l'écoute, je trouve qu'elle est assez caractéristique là dans le morceau qu'on a entendu. Elle va jusqu'à une forme assez profonde de mélancolie. Le dernier disque est extrêmement mélancolique. Et dans le dernier disque, justement, il y a un morceau que j'aime vraiment beaucoup, qui est un morceau avec Ryuichi Sakamoto, le compositeur japonais, que je trouve vraiment sublime à la fois par la façon dont il est construit, qui ressemble un peu à une petite pièce radiophonique, très étrangement, et qui renvoie, en tout cas moi, qui m'a renvoyé par ses harmonies à un morceau de Ryuichi Sakamoto sur son tout premier album. Mais ça, c'est vraiment des réminiscences. Donc il y a beaucoup ça chez Arca, je trouve, dans la façon dont ça joue avec ce que vous entendez, ce dont vous vous rappelez, ce que vous ne connaissez absolument pas, et la façon dont ça vous pousse toujours, et vous vous retrouvez à la fin un peu, pas épuisé, mais quand même un peu hagard devant l'étendue de ce que vous avez entendu. Bien, on invite tous nos auditrices et auditeurs à aller se plonger dans cette anthologie d'Arca. Les 5 kicks sont disponibles chez XL Recording. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Olivier Lam et merci Joseph Gonsn à la préparation de l'émission, Aïssatou Ndoye et Boris Pinault, à la réalisation Perret Legras et à la technique. Aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France. Je vous rappelle aussi que France Culture et le Théâtre de la Ville s'associent et présentent un week-end pour petits et grands en public à l'espace Cardin à Paris. Demain samedi à 17h, 2 contes de Roald Dahl et dimanche dès 10h30, 2 rendez-vous culinaires avec la masterclass de la chef Georgiana Viu, suivi des bonnes choses de Caroline Brouet. Puis à 14h30, une seconde masterclass avec l'écrivain David Diop.